Rebonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier atelier de la journée de ces web rencontres Futuropalette. Et le thème de cet atelier est économie circulaire, quelles opportunités pour la palette bois. Alors avant de présenter nos invités, un peu de contexte. La palette bois est un parfait modèle d'économie circulaire. Elle est réutilisable, réparable, recyclable et stocke le carbone. D'ailleurs, la commission palette de la Fédération nationale du bois a réalisé une vidéo qui présente la palette en fonction des 7 piliers de l'économie circulaire de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Et en guise d'introduction, je vous propose que nous la découvrions ensemble. Et c'est parti. La palette bois est un vecteur universel de transport des marchandises. Sans palette, la chaîne d'approvisionnement s'arrête. La palette bois est réutilisable, réparable, recyclable. Elle stocke le carbone. Elle est à ce titre un parfait modèle d'économie circulaire, opérationnelle et performante. Découvrons ensemble, pour chacun des piliers de l'économie circulaire, comment la palette bois apporte des réponses parfaitement adaptées. Les palettes bois sont produites à partir d'une ressource abondante et renouvelable, en accroissement continu. La majorité des palettes sont fabriquées avec du bois issu de forêts de production, géré durablement et certifié PEFC. La palette bois est un écoproduit. Elle entraîne très peu d'impact sur l'environnement. Elle conserve toutes ses performances tout au long de son cycle de vie. Alors chez GLF Bois, nous avons fabriqué l'an passé 1 200 000 palettes avec du bois français issu de forêts durablement gérées. Nous disposons d'un logiciel de conception de palettes pour nous permettre de bien dimensionner les éléments de cette palette en fonction des demandes et des contraintes du client, comme le poids, le mode de transport ou le mode de stockage. Tout ceci pour nous permettre d'économiser au maximum de la matière première. Toutes nos chutes de bois sont broyées sur place pour alimenter notre chaufferie qui produit l'énergie nécessaire pour alimenter nos séchoirs à palettes et également pour chauffer l'usine. Les industriels de la palette constituent un maillage national de proximité. Des équilibres par des gestions de flux logistiques et des partenariats interentreprises se sont développés au niveau territorial. La notion de circuit court prend ici tout son sens. Différentes solutions logistiques d'approvisionnement de palettes sont aujourd'hui proposées aux utilisateurs. Elles sont des alternatives innovantes, privilégiant l'usage à la possession. Pour mieux informer l'utilisateur et favoriser la traçabilité des palettes, différents marquages peuvent être apposés. La palette bois est facilement réparable. Les métiers du reconditionnement collectent l'équivalent du double de la production annuelle de palettes neuves et près de 90% des palettes récupérées annuellement sont remises sur le marché pour une nouvelle utilisation. Chez PGS, les réparations sont effectuées selon des référentiels techniques par des opérateurs qualifiés et nos responsables d'exploitation procèdent à des contrôles qualité réguliers afin de s'assurer de la qualité des assemblages. Les palettes non réparables sont transformées en broyat en vue d'une valorisation énergétique ou matière. En fin de vie, elles trouvent aussi de nouveaux usages dans l'ameublement, la décoration et l'habitat léger. En conclusion, la palette bois est un modèle d'économie circulaire, opérationnel et performant. Ce modèle permet d'impulser de nouvelles actions pour produire davantage et mieux, tout en répondant aux exigences de la chaîne logistique. Plus durable, plus sobre en énergie et en carbone. Et voilà pour comme une introduction évidemment pour cet atelier sur les sujets d'économie circulaire. Alors, étant donné les enjeux environnementaux auxquels nous faisons face, pas besoin d'en dire plus, on en a déjà aussi pas mal parlé ce matin, l'économie circulaire est donc particulièrement d'actualité. Au-delà de la seule gestion des déchets, la loi a d'ailleurs intégré les principes de l'économie circulaire et en particulier avec la loi dite AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, promulguée en février 2020. Alors, avant de donner la parole à nos invités, j'en profite pour vous proposer un petit sondage. Vous avez l'habitude maintenant, depuis ce matin.
Alors, sondage qui va apparaître à l'écran, la loi AGEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire, est-elle pour vous une opportunité pour mieux répondre aux enjeux environnementaux, un frein au développement de la filière ou je ne connais pas la teneur de la loi? Allez, vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Et en attendant de passer la parole aux acteurs de la filière qui sont avec nous, je les remercie, Renaud Cornu, président d'Epalia, et Christophe Kunkel, président de l'entreprise éponyme, je vais donner la parole pour démarrer à maître Elisabeth Gelot, avocate spécialisée en économie circulaire. Alors, maître, êtes-vous avec nous? Je sais que vous étiez avec nous. Oui, est-ce que vous m'entendez? Voilà, nous vous entendons. Alors, maître, vous êtes avocate associée du cabinet SCOV. Vous intervenez en droit de l'économie circulaire. Vous accompagnez à ce titre de nombreux acteurs économiques, institutionnels ou encore associatifs dans le cadre du déploiement de la REP, la responsabilité élargie du producteur. Vous disposez d'une expertise particulièrement reconnue sur les problématiques liées au réemploi. Vous suivez de très très près cette loi AGEC et toutes les réglementations liées à l'économie circulaire et au réemploi en particulier. Alors, eh bien écoutez, la parole est à vous. Pourriez-vous nous faire un panorama par rapport au thème de la palette bois et en tout cas de ces sujets que vous maîtrisez parfaitement? Alors, vous avez un PowerPoint, je serai votre guide. La parole est à vous. Parfait, merci beaucoup. Effectivement, je vais faire une présentation en essayant tout de même de vous dire que la réglementation peut être une opportunité parce qu'on a déjà vu que, a priori, la filière est déjà exemplaire. Et quand je dis exemplaire, c'est vrai qu'il y a peu de filières qui sont aussi parfaites que ce qu'on vient de voir. Donc, c'est vrai que la loi, dans ce cadre-là, on se demande ce qu'on peut bien nous imposer de plus et ce qui pourrait être mieux que ce qui est déjà proposé par les acteurs économiques, qui est à la fois extrêmement performant du point de vue environnemental et aussi du point de vue économique. Mais l'évolution, en fait, ce qu'il faut garder en tête, l'évolution du droit de l'économie circulaire, à la base, c'est justement pas forcément un droit très axé réemploi, plus un droit vraiment en déchets pour éviter des problèmes de pollution. Donc, en 2008, vous avez une première directive qui va notamment obliger les détenteurs ou les producteurs de déchets, qui peuvent être des déchets de palettes, de respecter la hiérarchie des modes de traitement et donc rappeler qu'il faut bien privilégier le réemploi et la réparation quand on peut. Si on ne peut pas, il faut prévoir du recyclage et puis si on ne peut toujours pas, envisager de la valorisation énergétique. Donc ça, déjà, en 2008, ça, c'était très clair dans toute l'Europe. C'est une règle qui était applicable. Ensuite, en 2015, en France, on a adopté une loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et dans laquelle, par exemple, on a essayé de détailler un petit peu ces obligations parce qu'on se rend compte que les opérateurs ne vont pas toujours respecter cette hiérarchie. Et donc, notamment, on va prévoir une obligation de tri des 5 flux. Parmi ces 5 flux, vous avez les déchets de bois. Ça va donner un petit peu une nouvelle conscience et une nouvelle rigueur à certains types d'acteurs pour isoler et considérer séparément ces potentiels déchets composés de bois. Et puis en 2017, on a aussi, qui intéresse la palette de bois, on a une révision de la directive emballage, donc qui est applicable notamment aux palettes, avec des nouveaux objectifs de recyclage pour les emballages en bois à 25% en 2025 et 30% en 2030. Alors je vous avoue que très concrètement, je ne sais pas pour les palettes quels sont les chiffres. Je pense qu'on n'est pas forcément très loin des objectifs. En tout cas, je l'espère. Et puis surtout, on en arrive à ce qu'on évoquait en introduction, c'est cette fameuse loi AGEC, cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui est intervenue en 2020, juste avant qu'on sombre dans la période Covid, et qui a introduit plusieurs choses qui sont intéressantes pour la palette bois. Déjà, une obligation renforcée de tri des 7 flux, donc toujours le tri des déchets de bois, mais cette fois-ci avec une obligation spécifique pour les chantiers, où notamment, on verra après, c'était un sujet où les palettes étaient mal gérées. Et puis, on a aussi la création de nouvelles filières REP pour les produits et les matériaux de construction. On va le voir, ça peut avoir un intérêt pour la collecte des palettes de bois. Et puis, une sur les emballages professionnels qui
s'appliquera aux palettes, mais je vais y revenir plus en détail. Peut-être simplement vous expliquer ce que sont les filières REP, si jamais justement c'est très loin pour l'instant, et j'imagine quelque part vous avez de la chance de ce soit très éloigné pour vous. C'est des filières de responsabilité élargie du producteur. En fait, ça nous vient du droit européen et du principe pollueur-payeur. C'est une réglementation où on dit, bon, le principe, c'est que c'est les fabricants et les metteurs sur le marché des produits doivent payer pour qu'en fin de vie, ces produits soient correctement gérés. Et donc, dans ce cadre-là, ils vont verser des éco-contributions à des éco-organismes qui vont derrière financer cette gestion, donc soit auprès d'acteurs économiques ou d'opérateurs qui font de la valorisation, soit auprès de collectivités qui récupèrent aussi ces produits en fin de vie. Voilà, donc pour les filières REP, mais je vais simplement vous expliquer peut-être les deux filières qui peuvent vous intéresser et qui peuvent constituer des opportunités pour les démarches d'économie circulaire pour la palette bois. Et c'est bon, on peut passer à la slide suivante. Merci. Donc effectivement, une des opportunités où il y a à mon avis quelque chose à faire et à court terme, c'est sur l'amélioration de la collecte de la palette bois dans le secteur du bâtiment. Donc effectivement, l'étude Valopal, qui avait été publiée aussi début 2020, avait fait le constat suivant. Il y a quand même 2,6 millions d'unités de palettes qui ne sont pas collectées sur les chantiers dans le secteur du bâtiment. Et donc, pour essayer de récupérer toutes ces palettes non collectées et les remettre dans la boucle, il y avait plusieurs recommandations, et notamment d'améliorer le tri du bois sur le chantier, et puis de développer des systèmes de collecte adaptés aux petits détenteurs pour les inciter à faire de l'apport volontaire en flux séparé. Et justement, c'est ce que la loi AGEC là-dessus est venue apporter, à mon avis, deux dispositions peuvent vraiment permettre de faire évoluer cet état de fait. On peut passer à la slide suivante, je pense. Merci. On a un nouveau schéma réglementaire donc qui va améliorer cette possibilité des palettes de bois dans le secteur du bâtiment, avec pendant le chantier une obligation de tri à la source et de collecte séparée des déchets de bois qui est renforcée. Concrètement, on a des sanctions pénales, on a 2 ans d'emprisonnement si on fait pas du tri à la source et de la collecte séparée, et puis 75 000 € d'amende. Donc ça commence à devenir vraiment contraignant. Avant, c'était une obligation difficilement sanctionnable. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs économiques qui logiquement se disaient, bon, il y a quelque chose à enlever du budget, ce sera ça. Là, maintenant, ça devient obligatoire. Il y a des obligations de contrôle aussi qui sont faites. Et puis surtout, après le chantier, on va avoir l'organisation d'un maillage sur le territoire de points de reprise gratuite de ces flux et qui va être organisé par la REP. Sur la slide suivante, du coup, je vous explique, par un schéma, parce que je pense que c'est plus simple pour comprendre comment ça marche et puis où sont les opportunités pour la palette bois. Donc, en fait, c'était censé être à partir de janvier 2022. Le couperet est tombé hier. Ce sera seulement à partir de 2023 que la REP va être opérationnelle. Mais justement, je pense que ça laisse une année pour déjà commencer à échanger avec les éco-organismes et puis voir comment ça peut permettre de mieux collecter les palettes. Le fonctionnement, ça va être le suivant. Donc, quand on part en haut à gauche, vous avez les fabricants de produits et de matériaux de construction qui vont verser une éco-contribution financière à un éco-organisme qui, lui, est chargé de faire 2 choses. Financer le ramassage et le nettoyage des dépôts sauvages de déchets du BTP, ça, nous, on s'en fiche. Et puis, de financer, et ça nous intéresse beaucoup plus, des points de reprise gratuite des déchets qui seront triés et des déchets, du coup, issus du chantier. Ce qui est prévu pour l'instant, encore une fois, les textes d'application sont en cours de ou de publication, donc on a des informations, mais pas forcément exhaustives et surtout pas forcément définitives. On sait que, a priori, ça va être un maillage territorial qui va être dense. Les points de reprise, ça devrait être entre 10 et 20 km de n'importe quel point de n'importe quel chantier, donc un maillage qui sera très dense. Et en fait, ces points de reprise gratuites, ils seront accessibles à partir du moment où justement les déchets sont triés. Et on pourra prévoir, donc en priori, ce sera des tris, les fameux tris que les déchets de bois, donc potentiellement en mélange, mais on peut négocier un tri plus fin.
Et je pense qu'il y a vraiment une synergie à créer entre les acteurs de la palette et les acteurs qui vont proposer ces points de reprise et l'éco-organisme pour justement soit un système de primes, soit simplement un système de reprise gratuite. Enfin, il faut trouver un modèle là-dessus. Mais en tout cas, ces points de reprise, ils vont exister et ces apports volontaires seront bien plus nombreux puisqu'ils seront gratuits pour les apporteurs. Donc, il y a vraiment là, je pense, quelque chose, il y a un an, finalement là de travail qui peut se passer et je pense qu'il faut vraiment le mettre à profit parce qu'il y a, à mon avis, ça peut débloquer en tout cas sur ces 2,6 millions d'unités qu'on n'arrivait pas à collecter et qui sont perdues. Là, on peut peut-être arriver à avoir quelque chose. Je vais passer à la dernière slide et puis je vois qu'il y a des questions, on pourra peut-être les aborder à la fin. Comme ça, je répondrai à toutes vos questions. L'autre chose qu'il faudra, donc ça, c'est à partir de janvier 2023, ce nouveau schéma. À partir de 2025, il y a une autre REP qui va entrer en vigueur, en principe, en tout cas qui est créée par la loi AGEC. C'est la REP pour les emballages non ménagers, donc qui sont consommés et utilisés par les professionnels, et au sein de laquelle on trouvera a priori la palette bois. Je vous dis a priori parce qu'encore une fois, c'est un décret d'application qui devra fixer les éléments qui seront, les produits et les matières qui rentreront dans cette REP. Donc là, il faudra effectivement surveiller, voir vous, de toute façon, la filière, avec tout ce qui est déjà mis en place, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est utile, est-ce que voilà, à mon avis, il y aura des grosses concertations et puis il y aura des intérêts à faire valoir. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que concrètement, à partir du moment où vous aussi la palette rentre dans cette REP, il y aura donc cette éco-contribution à verser par les metteurs sur le marché. Cette éco-contribution, bien sûr, elle est modulée en fonction des caractéristiques de la palette et notamment de sa réparabilité, de sa réemployabilité, etc. Donc, tout ce que vous faites, qui était très bien présenté dans la vidéo, fait qu'à mon avis, les éco-contributions seront extrêmement faibles, voire maintenant, c'est possible d'avoir des éco-contributions qui sont des bonus quand on a un produit extrêmement performant d'un point de vue circulaire. Donc voilà, je pense que sur l'impact économique de la REP, évidemment, il sera étudié au cas par cas et avec justement les critères d'éco-modulation qui pourront être mis en place. Mais en tout cas, je pense que la palette n'est pas partie des emballages avec lesquels ça va nécessairement avoir automatiquement un coût très très important, enfin impliquer une nouvelle charge importante dans le coût de revient. Après, voilà, il y a plein d'autres choses qu'il faudra discuter, les objectifs de réemploi, les objectifs de recyclage, les objectifs de valorisation, sachant que voilà, tout est à faire. Autant les produits peuvent être inclus dans cette REP que le fonctionnement de cette REP, parce que vous pouvez aussi, par exemple, avoir des REP qui sont des éco-organismes financiers, c'est-à-dire simplement qui récoltent des fonds et puis ensuite qui financent des prestataires qui vont faire de la réparation, de la collecte, de la valorisation du recyclage. Mais vous avez aussi des éco-organismes plus ce qu'on appelle opérationnels, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont prendre en charge justement du travail de reconditionnement, etc. Donc, de toute façon, ces éco-organismes, généralement, sont créés par les metteurs sur le marché eux-mêmes. Donc, en l'occurrence, la question, c'est plus est-ce que la palette va créer son propre éco-organisme? Ça, je pense que la question, encore une fois, reste entière et ce sera à discuter. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sujets que ça va ouvrir. Il y a aussi la possibilité, par exemple, de faire des systèmes individuels. C'est-à-dire quand on est sur un metteur sur le marché, et j'ai l'impression que c'est le cas pour pas mal de fabricants de palettes, et que vous êtes capable de tracer vos palettes et de mettre en place votre propre système fermé, et de prendre en charge du coup leur collecte et leur valorisation à toutes les étapes, vous pouvez ne pas rejoindre un éco-organisme et ne pas verser d'éco-contribution et garder votre système individuel. Donc, je pense que pour la filière, voilà, tout est à construire et il y aura une vraie étude d'opportunité en fait sur la pertinence, bien sûr, de cette REP et les modalités dans lesquelles elle intervient. J'en ai fini un petit peu sur ce cadre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'on peut prendre les Super, questions. c'est vraiment très intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on va juste faire les interventions et puis on fera un lot de questions à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Avant de donner la parole à nos amis professionnels,
Je suis avec Jean-Philippe Gossor, que vous avez vu depuis ce matin, donc président de la commission palette CIPAL FNB, de la Fédération nationale du bois. Et j'ai quand même envie de vous poser la question par rapport à cet enjeu. Où en êtes-vous en tant que commission palette? Est-ce que vous avez entamé les réflexions tant sur la REP PMCB dont parlait Maître Gelot ou celle-ci, certes, qui est en 2025? Merci Anne pour cette question. Je remercie Maître Gelot pour cette intervention qui est vraiment complète et brillante sur le sujet. Et effectivement, je pense que quelque part, tout a été dit par Maître Gelot. On a une chance extraordinaire dans la palette, c'est que déjà, à la base, notre produit, notre matière première, notre produit palette vient d'une matière biosourcée, une matière renouvelable. Donc déjà, on part avec un crédit plutôt favorable dans cette notion de loi AGEC. Et en plus, quelque part, les fabricants de palettes ont donc mettre sur le marché des palettes, mais on sait aujourd'hui que nous avons aussi tout un pan de la profession qui est la réparation, donc les réparateurs. Et effectivement, de fait, on a déjà depuis des années installer cette notion de réparabilité du produit palette, donc qui effectivement à nouveau fait de nous, je pense, plutôt de bons élèves. Et puis enfin, il y a le côté recyclage. Et là, on se rend compte que le recyclage de la palette, c'est pareil finalement. Quand on arrive au moment du recyclage, c'est une nouvelle vie pour la palette, puisqu'aujourd'hui, on a des recyclages, notamment avec le plomb en aglo, donc, qui est aujourd'hui quelque chose qui se développe de plus en plus. Et donc, le plomb aglo redevient matière première, finalement, pour la refabrication des palettes neuves. On a aussi la transformation de la palette en différents nouveaux produits, qu'on voit d'ailleurs dans un atelier qui est en parallèle, comme le mulch par exemple. Donc, qui aujourd'hui, c'est ce broyat de palette qui est destiné aux parcs paysagers, aux manèges de chevaux, aux espaces, aux aires d'enfants, etc. C'est la palette, voilà, à nouveau. Puis après, il y a aussi tout ce qui va être le panneau, mais aussi le bois énergie, qui devient une fin de vie, on l'a évoqué pas mal ce matin aussi, qui est un débouché très intéressant. Alors effectivement, tous les indicateurs sont au vert. C'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire, et c'est là où effectivement c'est très important. On a un combat qui est engagé, la Fédération nationale du bois et la commission palette, puisqu'effectivement, aujourd'hui, tout ça existe, c'est historique, mais il faut le faire reconnaître pour que justement on soit de bons élèves et que, comme le disait Maître Gelot, c'est que cette éco-contribution soit la plus réduite possible, voire même que ce soit un bonus, ce qui serait idéal pour les fabricants et les réparateurs de palettes de la filière. Très bien, parfait. Et du coup, je crois savoir que vous allez mettre en place des groupes de travail ou des... Tout à fait. Vous allez vous organiser par rapport à tout ça. On s'organise, effectivement. Il ne faut surtout pas jouer la chaise vide sur ces sujets-là. Donc la FNB démarre un groupe de travail dans lequel nous allons être bien évidemment très actifs dès le mois prochain. Et nous allons profiter pour montrer et démontrer toutes les vertus de la palette bois. Très bien, parfait. Alors j'en profite pour vous donner les résultats du sondage quand même. C'était important. La loi AGEC est-elle pour vous une opportunité pour mieux répondre aux enjeux environnementaux? Vous êtes 64% à dire oui, 0 à dire un frein au développement de la filière et 36% qui ne connaissent pas la teneur de la loi. Donc maître, vous avez encore de beaux jours devant vous pour faire de la pédagogie et au fur et à mesure où tout ça arrive. Alors, avant de reprendre un cycle de questions, je voudrais donner la parole à, évidemment, nos acteurs de la filière. Et j'accueille Renaud Cornu. Alors, Renaud Cornu, vous avez construit toute votre carrière dans le secteur de l'emballage. Et depuis 4 ans, vous êtes président d'Epalia. Et vous êtes actuellement aussi l'un des membres participants à la Convention des entreprises pour le climat. Nous en reparlerons peut-être. Donc du coup, Epalia est un acteur majeur français du réemploi de palettes. Et vous avez des ambitions fortes, évidemment, pour répondre à ces enjeux. Donc du coup, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire
pour vous, quels sont les enjeux, les défis et les opportunités de l'économie circulaire pour la palette bois? Bonjour Anne, bonjour Jean-Philippe, bonjour à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Parfaitement Renaud. bien. Parfait. Ok. D'abord, merci pour l'organisation et la qualité des débats aujourd'hui. C'est de très très bon niveau et je pense que même moi, j'ai appris des choses, notamment ce matin. Et je voulais faire un petit clin d'œil à Jean-Louis Louvel qui a parlé des enjeux et du contexte de ces métiers de la palette bois. Et je souscris à 100%, même à 200% à tout ce qu'il a dit par rapport à tout ça. Alors après, il y avait un diaporama, je ne sais pas si on le passe ou pas. On est dessus. Voilà, pour se présenter, donc Epalia, on se présente comme un acteur de l'économie circulaire. On est un des leaders de marché sur le réemploi de palettes avec 35 sites, comme vous le voyez, répartis sur toute la France. Nous avons été très longtemps filiale d'un groupe du déchet qui s'appelle Suez. Nous ne le sommes plus depuis 3 ans. J'en profite pour passer la communication parce que des fois, c'est des choses qui sont un peu longues à imprimer parmi nos parties prenantes. Vous pouvez aller à la diapo suivante. Donc voilà, pour nous, le cycle du réemploi, j'ai envie de dire, passer au filtre d'Epalia, 93% de ce qu'on collecte va passer en réemploi, que ce soit en palette directement réutilisable après tri, que l'on passe par une phase de réparation. Et puis même lorsque l'on ne peut plus réparer les palettes, on les démonte et on va réutiliser les planches lorsque les spécifications nous le permettent pour réparer avec ces planches d'occasion des palettes. Et puis à la fin, quand vraiment on ne peut plus rien en faire, ça va partir effectivement soit en bois recyclé, soit en bois énergie. Donc voilà déjà pour nous le cycle du réemploi vu de notre fenêtre. Sur la diapo d'après, on va voir un peu les différents métiers d'Epalia. Assez rapidement, on fait traditionnellement de l'achat-vente de palettes. C'est là-dessus que Epalia s'est créé il y a 40 ans. On fait ça sur tous nos sites. On a des agréments EPAL. Je ne vais pas forcément m'étendre sur ce point-là. La deuxième partie de nos offres, puisque vous pouvez, voilà, c'est la partie qu'on appelle Home Palette chez nous, des prestations de services chez le client. On a entendu plusieurs fois depuis ce matin la notion de et si la palette devenait un service finalement. Donc on est vraiment en plein dans cette dynamique avec soit des ateliers mobiles, nous on peut intervenir ponctuellement, soit carrément même des sites en gestion déléguée chez nos clients. Donc voilà pour une partie de nos offres, mais c'est écrit en tout petit. Donc on a une offre qu'on appelle gestion de parc et la présentation que je proposais de faire, c'était je l'ai nommé la consignation comme moteur de l'économie circulaire. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'animation. Donc je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran. Moi je me vois, c'est pas désagréable, mais bon, c'est pas forcément on voit ça, l'objectif. on voit la consignation comme moteur de l'économie circulaire. D'accord, très bien. Donc derrière vous devez voir un schéma où on a pris un exemple. C'est l'économie d'avant, c'est l'économie linéaire autour d'un exemple d'un fabricant de briques. Donc on est en plein dans, on vient de dire, sur les matériaux de construction. Donc ce fabricant de briques, si vous cliquez, normalement, vous allez voir, on l'a appelé I, complètement par hasard, hein, pour industriel. Il va livrer ses palettes de briques à son client distributeur. Là, c'est pareil, qu'on a appelé D. Donc vous le verrez également sur la diapo d'après. Et le schéma assez classique, lorsqu'on fonctionne en palette perdue, c'est que on va pomper dans la ressource bois, on va transporter tout ça et ça va finir alors dans les chaudières industrielles au mieux, mais le plus souvent dans le barbecue du maçon. Maintenant, notre industriel, si on passe à la diapo suivante, il veut passer en modèle d'économie circulaire avec des palettes retournables. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va investir dans un pool de palettes un peu plus robuste pour être capable de faire plusieurs rotations. Il continue à livrer son client D. Et puis ensuite, il va déléguer à Epalia la gestion de son parc de palettes. Donc nous, ce que l'on fait, on va collecter les palettes sur l'ensemble des clients des industriels chargeurs. On ramène ça chez nous et on remet en état les palettes et on va les relivrer. Donc on va voir l'illustration de l'économie circulaire. On va appuyer encore une fois. Voilà.
C'est là que la consignation et la pertinence de la consignation intervient, parce que pour éviter que malgré tout la palette finisse dans le barbecue du maçon, l'industriel, il facture une consigne avec le produit à son client. Et la consigne ne sera remboursée que lorsque la palette sera rendue à Epalia. Voilà le principe de la palette retournable consignée telle que l'on peut la pratiquer. Alors, pour gérer tout ça, vous imaginez bien, voilà, on va avoir la volumétrie. Pour nous, c'est plus de 10 000 points de collecte aujourd'hui, ce mode de fonctionnement. On ramène ça sur nos 35 sites. Allez-y, vous pouvez cliquer 2 fois même. Et on gère aujourd'hui une quarantaine de formats différents pour nos clients. Donc, pour gérer tout ça, papier, crayon, gomme, il y a un moment, ça devient assez limité. Donc, on a développé une plateforme web qui s'appelle ePalette, qui est au centre de ce modèle de gestion et avec laquelle tous les acteurs vont interagir. Finalement, on devient le tiers de confiance, si vous avez un peu entendu ou compris le process, on est le tiers de confiance entre notre client et le client de notre client sur cet aspect de remboursement de consignes et dont les enjeux économiques sont conséquents. De notre point de vue, les facteurs clés de succès pour passer en palette retournable consignée, il faut un outil de gestion qui soit suffisamment performant et pertinent. Et pour ça, on a des équipes de développement web. Il faut également une organisation support. Donc, on a une direction supply chain chez Epalia qui gère tous ces flux. Et puis, bien entendu, il faut un maillage géographique de proximité pour les collectes parce que sinon, vous explosez les coûts logistiques en collecte et ça n'a plus de vertu ni économique ni d'un point de vue du CO2 lié au transport. Alors, un peu, je ne vais pas dire clin d'œil, mais on présenter les impacts sous la forme des 3 P. Donc, le premier P de planète, ça, c'est une étude carbone 4 qui avait été faite à l'époque avec le syndicat Symbéton des cimentiers. On voit qu'on peut aboutir à plus de 80% d'économie de bois pour le même effet et 35% d'économie de CO2. Là également pour le même effet. Je précise que ces 35% d'économie de CO2, là-dedans, on ne parle que des process industriels et des transports. On ne parle pas d'éventuels fins en bois énergie de la palette. On est vraiment sur des comparaisons uniquement de process industriels de chacune des 2 solutions entre la palette qu'on appelle perdue et la palette qu'on va appeler retournable. Le deuxième P, donc c'est la diapo suivante, c'était le P de People. Vu d'Epalia, c'est 350 emplois non délocalisables parce que ce sont vraiment des emplois de proximité. Et si on n'a pas nos sites en proximité de la collecte, comme je le disais tout à l'heure, des points de collecte, il n'y a pas de pertinence économique au modèle. Et puis le troisième P, c'est le P du profit, cette fois vu de l'industriel chargeur. Alors, j'ai pas mis d'exemple chiffré, vous comprendrez pourquoi. Mais ça peut devenir, selon nos clients, ça peut devenir une source de revenus si, j'ai envie de dire, c'est correctement opéré et paramétré. Au-delà de la pertinence économique pure en termes de rentabilité, il y a également de la sécurisation garantie, j'ai envie de dire, notamment en période de pénurie telle que nous les connaissons quelques mois. Et ceux qui ont investi dans un parc de palettes privées, donc avec leur nom marqué dessus, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils se félicitent de l'avoir fait il y a quelques temps, puisqu'ils sont maintenant couverts, j'ai envie de dire, pour la majeure partie de leurs approvisionnements de palettes. Voilà. Après, sur les enjeux de la filière palette plus largement, puisque vous me posiez la question, pour moi, sociétaux, c'est clair. Les enjeux sociétaux, de transition écologique. Il y a un enjeu digital de data, on l'a vu, c'est sur l'atelier précédent avec Opaline, LPR, etc. Tout ça, c'est supporté par des outils digitaux, donc il y a un aspect de modernité. Je l'ai présenté juste à l'instant, il y a une pertinence au niveau de l'emploi non délocalisable, de l'emploi pour bonne partie peu qualifié. Et sur un enjeu de filière propre, de mon point de vue, il y a un sujet de notoriété et ça fera la boucle avec Futuropalette puisque je pense que ce genre d'événement contribue à cette notoriété. Voilà pour moi, Parfait. Anne et
Très bien, c'est très clair. J'avais juste une petite question qui me titillait. Maître Gelot parlait tout à l'heure des points de collecte qu'il allait falloir mettre en place par rapport à la récupération sur les chantiers. Vous parliez des 10 000 points de collecte. Bon, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour se rapprocher sur ça? Voilà. Alors, les 10 000 points, Alors, ce sont les clients de nos clients. clients, hein, pour être explicite. Hein. D'accord, hein, on n'est pas sur des points de déchetterie ou des choses comme ça. Et par contre, on va aussi collecter directement sur les chantiers. Certaines palettes consignées, on va les récupérer directement sur les chantiers. Et en complément de ce que dit Renaud, effectivement, et ça rejoint ce que soulevait tout à l'heure Maître Gelot, effectivement, dans le fait de cette collecte d'emballage, on a une force à nouveau dans la filière, c'est que la filière comporte environ 650 entreprises sur le territoire national, alors de fabrication et ou de réparation, et on a un réel maillage territorial national. Donc on l'a dit plusieurs fois ce matin, puisque ça a été bien utile durant la période Covid. On s'est rendu compte de la force de la filière en emballage durant cette période-là. Effectivement, à nouveau dans le cadre de la collecte, c'est vrai que le maillage territorial des fabricants et réparateurs de palettes va certainement aider pour lever ce point. C'est un point important. Merci. Alors là aussi, on aura certainement des questions. Ce que je vous propose, c'est de donner la parole maintenant à Christophe Kunkel. Monsieur Kunkel, êtes-vous là? Enfin, je sais que vous êtes là, mais dites un mot. Je suis là, ouais, pas de problème. Très bien. Alors, vous êtes président, bonjour, vous êtes président de l'entreprise Kunkel qui a été créée en 1966. Ce qui est intéressant, c'est que vous gérez intégralement la chaîne de production, depuis le bûcheronnage, l'abattage de bois, la fabrication de palettes de bois neuves pour le Grand Ouest, et vous œuvrez sur des circuits courts. Avec une implication assez forte, vous m'en parliez et vous le faites sur la réduction de l'empreinte carbone et l'économie circulaire dans vos actions. J'aimerais bien que vous puissiez nous partager et votre expérience et vos projets, parce que je sais que vous avez des projets assez intéressants sur tous ces sujets. C'est à vous. Tout à fait. Ouais, donc bonjour à tous. Et puis effectivement, félicitations pour l'organisation de cette journée qui se déroule bien et qui est très intéressante, comme le disait Renaud tout à l'heure. Oui, donc l'entreprise aujourd'hui travaille de l'amont jusqu'à l'aval, donc avec une activité forestière relativement soutenue, où on s'occupe de toute la partie approvisionnement pour notre scierie. Derrière, donc on a la scierie qui s'occupe de l'approvisionnement atelier palette. Et aujourd'hui, on produit à peu près 1,5 million de palettes, 1,5 million de palettes sur le secteur local du Grand Ouest, Normandie, Bretagne et Pays de Loire. Donc notre objectif est de travailler en circuit court, avec des flux organisés par une logistique commune entre les approvisionnements et les expéditions. On a mis en place une société de transport indépendante qui nous permet d'aller chercher les bois en forêt et de livrer les clients directement avec nos propres véhicules. Voilà, donc ça c'est pour la partie actuelle de fonctionnement avec la palette, la production de palettes. Hein. Et depuis une dizaine d'années, j'étais sur un projet d'utilisation de nos déchets bois qui aujourd'hui représente dans les scieries 50% du volume. Et c'était un sujet puisqu'il y avait énormément d'expéditions de ces produits-là et on n'en faisait rien sur place. Donc j'avais en tête d'essayer de trouver des solutions et des débouchés directement sur le site. Donc ça avait commencé par l'idée de voler les écorces que produisait la scierie pour en faire de la chaleur au départ pour pouvoir sécher nos palettes. Et puis progressivement le projet s'est amûri et on est allé beaucoup plus loin. Et donc on a utilisé la chaleur qui était créée par cette chaudière pour sécher donc effectivement les palettes, mais également les copeaux de bois pour aller les utiliser pour faire des blocs. Donc initialement, on devait utiliser nos propres
sur et plaquettes de la scierie comme matière première pour faire pour faire des blocs agglomérés pour refaire des palettes, hein. Et puis progressivement, on est allé plus loin encore en recherchant des solutions pour utiliser du bois recyclé et collecter de la matière première de bois usagé qui pouvait redonner vie aux produits sous une autre forme. Donc aujourd'hui, on a donc installé cette usine en pleine période de Covid. Oui. Donc elle a démarré récemment au mois de juin, et donc on a 6 lignes de production qui tournent et bientôt 2 de plus, hein, pour le recyclage de bois et la production de blocs agglomérés pour refaire des palettes derrière. Super. On voit bien hein, comment ça, on peut toujours aller plus loin. Merci de cette implication parce que c'est vraiment intéressant de voir ce qu'il en est. C'est vraiment intéressant. Alors, on a quelques questions. Et du coup, je vais poser les questions. Les points de reprise remplaceront les déchetteries, en fait, point d'interrogation. Alors non, a priori, justement, les déchetteries ouvriront des points de reprise gratuites. Encore une fois, du coup, les déchetteries, si elles sont pas... En fait, la reprise gratuite concernera que les fameux 7 flux triés ou les flux de déchets et matériaux de construction triés encore plus finement. Donc, on va s'appuyer sur les déchetteries existantes, mais de toute façon, qui maintiendront une activité en parallèle, mais qui seront financées pour organiser ces points de reprise-là. Très bien, merci. Mais voilà, on se rend bien qu'il y a quelque chose autour des points de reprise hein, qu'il va falloir optimiser. Autre question peut-être? Non, c'est bon. Autre question? La régie. Merci. Bon, donnez des cafés à la régie. On arrive enfin. Ils en sont qu'au 40e café de la journée. Alors, la REP PMCB n'exclut-elle pas les emballages et donc la palette bois? Elle se limiterait simplement aux produits de construction. Demande Bastide. Oui, alors effectivement, c'est une bonne remarque. C'est vrai que la REP seulement ne concerne que les produits et matériaux de construction. Donc, c'est seulement pour les metteurs sur le marché de ces produits-là qu'il faudra verser une éco-contribution. En revanche, les points de reprise concernent la reprise des déchets issus des opérations de construction ou des constructions de réhabilitation, dès lors que les flux sont triés selon les 7 flux. Et donc là, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont se retrouver avec potentiellement de la palette dans le flux bois qui ne seront pas à même de trier et de dire ça, on ne reprend pas gratuitement. Donc, une fois que les flux sont triés, en l'état des textes, de toute façon, ils reprennent, même si dedans, il y a des produits ou matériaux de construction qui ne relèvent pas aujourd'hui de la REP au stade de la mise sur le marché. Donc, je pense qu'il y a un intérêt effectivement pour eux, et c'est un point important, à justement potentiellement réorienter les palettes pour qu'elles ne se retrouvent pas dans la reprise gratuite, parce que sinon, il appartient à l'éco-organisme de financer finalement le traitement et la collecte de ces palettes, alors que sinon, ça peut retourner dans les circuits de la filière. On sent que ça va être vraiment intéressant quand même. D'ailleurs, avec cette question, vous allez pouvoir y répondre. Ce sont les éco-organismes qui structureront les points de collecte ou bien les fabricants de produits et de matériaux de construction. On est bien dans cette question. Alors, en fait, il y a un petit tour de passe-passe, c'est qu'en fait, les éco-organismes sont les fabricants des produits. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir, voilà, l'actionnariat, c'est les metteurs sur le marché qui créent l'éco-organisme. Donc, quelque part, c'est à la fois l'éco-organisme et à la fois les fabricants. Après, vous aviez eu, par exemple, des obligations pour les distributeurs de gros de matériaux d'organiser des reprises sur leurs installations. Donc, il y a de toute façon des points de reprise qui seront organisés à l'initiative de metteurs sur le marché, hors justement déchetteries ou plateformes de reprise des déchets du BTP. Donc, voilà, je ne sais pas si effectivement c'est une réponse assez complexe parce qu'il y a plusieurs points à clarifier, mais voilà. Est-ce que justement, je pense que j'aimerais bien entendre Renaud Cornu et Christophe Kunkel sur ces questions liées. On voit bien que toutes les questions autour des points de collecte, autour de la collecte, est vraiment
est vraiment central, on le sent bien. Et pour avoir vu aussi dans d'autres activités où il n'y avait pas du tout de collecte organisée, ça pose encore plus de questions. J'aimerais bien vous entendre sur ces sujets d'organisation encore plus de la collecte. Aujourd'hui, on est dans un balbutiement total du sujet parce qu'on débute et on est en train de mettre en place un système. Donc, il existe des systèmes de collecte via les déchetteries, via des plateformes de broyage qui avaient tendance à exporter d'ailleurs les produits broyés dans des bateaux pour aller dans les chaufferies en Angleterre ou en Suède. Aujourd'hui, on leur apporte des solutions d'utilisation des produits localement, donc c'est plutôt intéressant. Ces plateformes de collecte aujourd'hui sont relativement envahies par la matière première. Hein. On voit qu'il y a de plus en plus de collecte qui se fait du fait que l'on apporte des solutions de débouchés. Donc ça veut dire on est dans la phase de démarrage de recherche de matière et de collecte de la matière. Aujourd'hui, cette méthode a un sens parce qu'il y a déjà des véhicules qui sont en place, il y a des plateformes qui sont en place, des broyeurs en place. Mais demain, il faudra trouver des nouvelles solutions complémentaires avec des regroupements de sites, peut-être des broyages directement sur les plateformes qui seront utilisatrices de la matière. Et on doit réfléchir et penser à des choses nouvelles pour demain qui n'existent pas aujourd'hui et qui devront se développer. Mais voilà, il y a plein d'idées, hein, c'est sûr. Mais ça pouvait pas fonctionner auparavant parce que il y avait pas les débouchés. Donc, voilà, ce sont des choses nouvelles qui vont se mettre en place. Renaud Cornu, justement, vous, votre sentiment par rapport à tout ça, parce que alors, vous êtes au cœur, alors le réemploi, vous êtes vraiment au cœur de ces sujets. Comment vous voyez les choses avec cette loi qui arrive? Est-ce que vous en voyez les opportunités, les complémentarités, etc.? Alors, par rapport à la loi, moi, je suis pas le bon élève puisque j'ai répondu que je savais pas, moi, encore. Hein, donc, j'attendais beaucoup de cet atelier pour en apprendre. Ah ben parfait. Voilà. Mais donc, par rapport à la loi, je ne sais pas répondre. Par contre, c'est vrai que le métier du réemploi de palettes, Epalia, depuis 40 ans, va collecter des palettes chez ses fournisseurs. Donc, c'est des circuits, c'est une logistique qui est organisée et l'entreprise s'est organisée autour de ça et est devenue partie intégrante de son métier. Après, sur la partie, donc ça, on parle du réemploi, donc on parle vraiment des palettes qu'on va remettre en circulation. Après, pour tout ce qui est le bois et donc les fameux bois A et bois B, on vit un peu une situation paradoxale, c'est que aujourd'hui, les filières de collecte sont plus performantes qu'il n'y a de débouchés. Et donc, malheureusement pour nous aujourd'hui, le bois que l'on peut générer, que je montrais tout à l'heure, il va finir en broyé, soit en bois énergie, soit en panneaux de particules ou en dés agglo. Finalement, on le vend à des prix très très faibles parce que le marché est un peu gavé de matière. Donc, il y a déjà une efficacité des circuits de collecte pour ce qui est du bois en France. Encore une fois, pour les deux filières majoritaires que sont les panneaux de particules et donc l'ameublement et le bois énergie. Très bien. Ça me fait. On a encore 2 questions avant de finir, mais ça me repose quand même la question de là. On voit comment, grâce à la loi, grâce à ce que vous êtes intrinsèquement en tant que filière bois, vous optimisez le réemploi, la réutilisation. Mais qu'en est-il de l'éco-conception pour qu'on ait justement du bois qui soit, ou en tout cas des produits qui soient encore plus valorisables et qui durent encore plus longtemps? Est-ce que ce sont des sujets au niveau de... Anne, il y a quelques années, on animait un atelier qui s'appelait le Lab Palette, dont vous étiez une animatrice et qui avait assisté au lancement du Lab Palette. Et ce sujet d'éco-conception était abordé, et de ça, il y a déjà 4-5 ans. Alors, on sentait que le marché n'était pas obligatoirement hyper réceptif sur ce sujet-là. C'était bon, la palette, elle était là, elle était historique, c'était celle-là qui était utilisée.
Et voilà. Sauf qu'effectivement, à nouveau, alors il y a cette loi AGEC qui est là, mais il y a aussi la réalité du marché de ce qu'on a vécu sur cette année notamment. Et oui, clairement, l'éco-conception est au cœur des sujets, au cœur des débats. Et effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que le bois, c'est une matière première au même titre que le pétrole ou que le gaz, avec des fluctuations qui peuvent être violentes, comme on a vécu sur l'année 2021, et que du coup, surconsommer, ça se paye. Et aujourd'hui, on est face à des réalités. Et effectivement, alors, c'est dommage d'être arrivé par là pour réfléchir peut-être à l'éco-conception, mais cela étant, le but est d'avancer. Et c'est un sujet aujourd'hui, je pense, qui passionne tout le monde. Et tout le monde est vigilant à éco-concevoir ces produits, notamment dans la filière. Parfait. Alors, je veux bien amener un élément également là-dessus, oui, si vous le permettez, bien sûr, Renaud, sur la partie éco-conception. Nous recommandons à nos clients, prospects, enfin à tous les acteurs qui vont utiliser des palettes à consulter ceux qui font de la réparation. On peut les aider à concevoir leur palette pour qu'elle soit réparable. Ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a des palettes qui sont très difficilement réparables ou qui, en tout cas, à des conditions économiques acceptables, ne vont pas l'être. Et donc, consulter, j'ai envie de dire, les pros pour cette partie éco-conception et pour que la palette soit réparable et fasse le plus de rotation possible. C'est très certainement une étape supplémentaire pour la filière. Oui, Renaud a totalement raison. C'est vrai qu'on voyait le produit, bien souvent, le plan, la palette souhaitée venait émaner du client. C'était un souhait exprimé par le client. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que les donnes changent. Et Renaud a raison. Il est important de consulter son fournisseur, son réparateur sur ces sujets-là. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le métier a une vraie valeur ajoutée pour l'industriel qui veut concevoir la palette de manutention destinée à alimenter ses flux. Très bien, merci, c'est excellent. Alors, Maître, j'ai encore, je crois, 2 questions. La REP aura-t-elle l'obligation que la palette soit stimulée vers la réutilisation, ou auront-ils la possibilité de faire du broyage automatique des matériaux, cassant ainsi l'esprit de la circularité? Oui, alors, je voulais dire, on n'a pas beaucoup parlé de réutilisation, même si dans le secteur, le réemploi égale réutilisation quand même plus facilement. En tout cas, est-ce que la REP va renforcer la réutilisation ou renforcer le broyage? Alors effectivement, c'est une très bonne question et c'est un gros sujet que je vous invite à anticiper en vue de la REP, si jamais finalement la filière bois se retrouve incluse. Parce qu'effectivement, donc comme je vous disais, le principe au niveau européen qui est intangible, c'est tous les producteurs ou les détenteurs ou les gestionnaires de déchets sont censés privilégier le réemploi, la réutilisation, le recyclage et, si toujours pas possible, la valorisation énergétique dans cet ordre. Donc ça, c'est le principe. La réalité des éco-organismes, et on s'en rend compte avec les filières qui existent déjà, c'est que ça marche surtout par objectif. Donc on va dire à l'éco-organisme, on regarde un petit peu ce qui se fait. Souvent, on part d'une enquête du terrain. Mon retour d'expérience, c'est qu'elles sont très mal faites. On essaye d'avoir des informations, de la donner avec des tonnages. Et on se dit, voilà, on regarde ce qui se fait en termes de réemploi et de réutilisation, et puis ce qui se fait en termes de recyclage. Bon, on va fixer les objectifs à l'éco-organisme. Et souvent, c'est très au détriment du réemploi et de la réutilisation. Même dans des filières où, comme la vôtre, il y a des expériences très réussies, des business models qui existent, des logiques de consignes qui sont en place. Et ça peut déstabiliser justement parfois certaines initiatives qui fonctionnent très bien parce que l'éco-organisme, au lieu d'avoir des gros objectifs pour inciter tous les metteurs sur le marché à se mettre dans cette logique de privilégier du réemploi, de la consigne, etc., vont parfois, parce que c'est plus facile, simplement subventionner des installations qui vont faire du broyage et puis voilà, et puis c'est moins cher, et puis c'est plus rapide, et puis voilà. Donc il faut faire bien attention à cette question des objectifs et qui sont pour le coup fixés par le gouvernement sur la base généralement d'études de l'ADEME qui sont faites avec normalement les informations qu'ils auront notamment de vous, mais il faut quand même, voilà, c'est important de bien démontrer que le réemploi dans une filière c'est possible. Et c'est rentable et ça fonctionne parce que sinon, ils ont la fâcheuse tendance quand même à aller très vite sur une logique déchets et à financer en priorité ce type de traitement.
Oui, et c'est à ce titre, je salue du coup la volonté du CIPAL de pouvoir s'attaquer au sujet tout de suite, parce que je pense qu'effectivement, plus tôt on s'y met et plus ça sera pertinent, parce que par rapport à ce que vous disiez, Maître, toute ressemblance avec d'autres REP serait fortuite. Voilà, donc ça, c'était un sujet. Nous arrivons vers la fin de notre journée. Est-ce que une autre question Ah, mais oui, si, il y en a une. La dernière question, qui est pour Renaud Cornu. Le prix de la consignation et de déconsignation peut-elle être différente ? Le prix de la consignation et déconsignation peut-il être différent ? Alors, dans le cas de nos clients, on voit les deux. Donc, et ça c'est plutôt du gré à gré entre le client entre notre client et le sien. Nous, on n'impose rien. Par contre, on recommande fortement à ce qu'il y ait une consigne, parce qu'il y a des industriels qui, j'ai envie de dire, pour éviter de charger la facture avec une consigne, veulent organiser ce même type de palette retournable sans consignation, donc avec une palette spécifique, qui marquent leur nom dessus, et ils disent on va pas appliquer de consigne. Et ben, ce que l'on constate, c'est qu'elles ne reviennent pas, les palettes. Quand il y a une consigne et quand la consigne est conséquente, on a minimum 80% de taux de retour. Lorsqu'il n'y a pas de consigne, on a péniblement 20%. Donc le signal prix est important. Oui. Après qu'il y ait une différence ou pas, ça devient du détail, mais ça peut arriver. Merci beaucoup, merci. Voilà, on est à la fin de cet atelier. Maître Gelot, merci beaucoup. Je sais que les explications sur cette loi étaient attendues et vos expériences, Monsieur Kunkel et Monsieur Cornu, étaient vraiment intéressantes pour pouvoir rentrer tout ça dans le concret. Eh bien, écoutez, voilà, nous sommes maintenant à l'issue de notre journée. Nous allons arriver à la conclusion et je vous propose de vous retrouver sur un autre lien, sur le lien qui va vous être mis dans le chat. Oh, je m'entends. Dans le chat pour pouvoir accueillir pour la conclusion Jacques Dussert, président de la Fédération nationale du bois, qui nous fera la conclusion. Donc je vous dis à tout de suite. Merci encore à vous. Et on se retrouve avec Patrice Chanrian et Léa Charon et Jean-Philippe qui reste avec nous pour la conclusion. Merci. Merci Anne.